Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Où va le monde? Un espace qui veut faire entendre différents points de vue afin d'appréhender la complexité des enjeux de notre monde actuel et en devenir. Eric Fiat, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une émission à l'université Gustave Eiffel, on est en Seine-et-Marne et on va discuter philosophie, la place de la philosophie dans notre société. Et je pense que vous allez pouvoir nous apporter des éléments suffisamment pertinents. Pour commencer, je vais vous laisser tout simplement vous présenter. Ah mon Dieu, je n'aime pas forcément beaucoup cela, me présenter. Mais s'il fallait que je le fasse un peu sous la torture, je dirais que j'essaie d'être philosophe, que je suis plutôt heureux d'être et que j'aurais voulu être un artiste. Je reprends ces 3 points. Oui, j'essaie d'être philosophe parce que je crois que s'arroger à soi-même le titre de philosophe est une forme de vanité que j'essaie d'éviter. Peut-être qu'Aristote, peut-être que Kant pouvait dire je suis philosophe. Non, moi je suis professeur de philosophie. J'essaie d'être philosophe parce que c'est une quête inachevée de la vérité. Mais en effet, c'est une de mes passions et j'ai cette chance assez extraordinaire d'avoir mon métier pour passion, ma passion pour métier. Deuxième point, je suis plutôt heureux, surtout en ce moment, bon, mais qu'importe, je ne vais pas entretenir nos auditeurs de problématiques privées, mais si je devais me présenter, je me présenterais en effet en disant qu'il est très important d'essayer de réanimer partout où elles peuvent être les sources de la joie de vivre. J'aime beaucoup la formule de Prévert, il faut s'efforcer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Eh bien, je cherche du matin au soir, du soir au matin, toutes les raisons qui me font penser que l'existence est un cadeau plutôt que comme un fardeau. Donc je suis philosophe, j'essaie de l'être tout du moins, je suis plutôt heureux. Et j'aurais voulu être un artiste parce que, au fond, le métier de philosophe, c'est un pis-aller. Oui, j'aurais voulu être un artiste, et pour pouvoir changer de peau, je ne sais plus quelle est la chanson, je le suis un peu parce que je suis musicien. Ma passion, c'est la musique classique, un peu le jazz, Brassens, Barbara, mais surtout la musique classique. Et je suis le violoncelliste solo de l'ensemble instrumental de Château-Thierry. C'est un petit ensemble de musique de chambre. Alors évidemment, je suis le violoncelliste solo parce que je suis le seul violoncelle. Mais sur un CV, mettre violoncelliste solo, ça fait bien. La musique est vraiment ma passion. Voilà, si je devais me présenter, vous m'y avez un peu contraint, je dirais que j'essaie d'être philosophe, que je suis plutôt heureux et que j'aurais voulu être un artiste, et le suis un peu. C'est pas désagréable un philosophe heureux, ça peut changer, et d'une certaine manière, pour vous avoir déjà entendu, je dirais sur scène, pour moi, vous êtes un artiste réussi. Bon, écoutez, merci à vous. Dans une époque où, justement, et c'est un peu ce qui a motivé le début de cette émission, dans une époque où tout semble aller mal, dans un pays qui a un défaitisme chevillé au corps, est-ce que il ne resterait plus, selon vous, que la philosophie pour nous en sortir? Non. Euh, euh, il y a sans doute d'autres disciplines, il y a sans doute d'autres chapelles, il est sans doute d'autres pratiques auxquelles on peut recourir pour espérer s'en sortir. Je partage votre diagnostic. Nous sommes dans une époque où tout semble aller mal. Et nous sommes dans un pays qui a... Les Français sont pas mauvais dans Ah oui, tout à l'exercice. fait, oui. Qui a le défaitisme chevillé au corps. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais alors la question, au fond, qui est la vôtre, est de savoir ce que la philosophie peut faire pour faire en sorte que les choses aillent un peu mieux et que nous rompions avec ce défaitisme chevillé au corps. Alors, ma réponse sera en 2 temps. Premièrement, je ne pense pas que la philosophie soit un art de vivre. Malgré toute l'admiration que je peux avoir pour les philosophes qui l'ont décrite ainsi, il me semble qu'il faut distinguer entre la philosophie et la sagesse, car la sagesse est un art de vivre. La philosophie n'est pas un art de vivre. Nous ne philosophons pas pour aller mieux. Nous philosophons et nous allons mieux. Il me semble important de distinguer entre le pour et le et. Si on attend de la philosophie qu'elle nous rende heureux,
qu'elles nous permettent de bien vivre, qu'elles nous permettent d'aller bien dans une époque où tout semble aller mal. Si nous attendons de la philosophie qu'elle nous permette de rompre avec ce défaitisme chevillé au corps qui est la pratique des Français, eh bien on sera déçu. On sera déçu. Ça ne veut pas dire que la philosophie ne puisse pas nous aider. Mais l'aide que peut nous apporter la philosophie est plutôt secondaire. Je répète, hein, on ne philosophe pas pour aller mieux, on philosophe et on va mieux. Je développe un tout petit peu ce point en proposant cette idée selon laquelle le travail philosophique, c'est fondamentalement un travail d'éclaircissement, de clarification, d'élucidation des choses. Et je crois que de cet effort de clarification, d'éclaircissement, d'élucidation du sens des choses, peut sortir un bonheur. Le philosophe est celui qui essaie de comprendre le monde, il analyse le monde dans lequel il vit, il travaille les mots qui courent dans ce monde, et il espère que de ce travail-là puisse sortir un petit bien. Et je fais l'expérience, en effet, que je ne philosophe pas pour aller mieux, mais que je philosophe et que je vais mieux. Tout d'abord parce que c'est une pratique passionnante. Je ne ferais pas de la philosophie si ce n'était pas très rigolo. Mon copain, mon ami Raphaël Enthoven a écrit un livre qui s'appelle La philosophie, un jeu d'enfant, et je crois qu'il a tout à fait raison. La philosophie, c'est un jeu d'enfant. Qu'est-ce que c'est qu'un philosophe? C'est un enfant attardé. C'est quelqu'un qui continue à demander pourquoi alors qu'il a passé l'âge des pourquoi. Il paraît qu'il y a un âge où les enfants disent pourquoi. Et ils posent même des questions métaphysiques parce qu'après que mon fils m'a dit mais pourquoi il fait nuit et que j'essaie de lui répondre en lui parlant des planètes, il m'a demandé mais pourquoi il y a des planètes et après que j'ai essayé de lui répondre en lui parlant du Big Bang, tout d'un coup cette machine à demander pourquoi, qui est l'enfant de 4-5 ans, me dit oui mais papa mais pourquoi quoi? En fait, il vient de poser la question métaphysique fondamentale, pourquoi? Pourquoi y a-t-il quelque chose et non pas rien? Alors évidemment, les enfants de 4-5 ans ne posent pas la question de cette forme-là. Même l'enfant du philosophe que j'essaie d'être ne m'a pas dit un soir à la veillée, mais père, pourquoi y a-t-il du l'être et non point du néant? Mais la question de mon petit Frédéric, c'était un peu ça, pourquoi? Eh bien, un philosophe, c'est un enfant attardé. C'est quelqu'un qui continue de demander pourquoi alors qu'il a passé l'âge des pourquoi. C'est quelqu'un qui continue de s'étonner alors qu'il a passé l'âge de l'étonnement. La philosophie, c'est ça. C'est s'étonner de tout. C'est continuer de s'étonner alors qu'on a passé l'âge de l'étonnement. C'est s'étonner de ce qui n'est pas étonnant, parce que s'étonner des choses étonnantes, ça ne fait pas de quelqu'un un philosophe. Imaginons que vous soyez venu à notre rencontre dans le plus simple appareil, tout nu. J'aurais été étonné. Peut-être admiratif, peut-être au contraire déploratif, je ne sais. Ça n'aurait pas fait de moi un philosophe. Non, le philosophe, c'est quelqu'un qui continue de s'étonner de ce qui n'est pas étonnant. Que nous disions que c'est une rose et non pas une roseux, un chat et non pas à une catte, que nous vivions dans un espace à 3 dimensions et non pas à 12 dimensions, que nous ayons un corps. Bon, eh bien, cette interrogation perpétuelle, pourquoi, cette capacité de s'étonner, s'étonner même de ce qui n'est pas étonnant, ça rend la vie passionnante, ça aide à vivre. Ça ne nous donne pas des recettes, des techniques à appliquer facilement. C'est en quoi je ne pense pas que la philosophie soit une recette, une aide évidente, qu'il suffise de philosopher pour que tout aille mieux, qu'il suffise de philosopher pour rompre avec le défaitisme chevillé au corps qui est celui des Français. Mais je crois que la philosophie peut aider beaucoup. Je reprends cette formule, je ne philosophe pas pour que ça aille mieux, mais je philosophe et ça va mieux. Les Français d'ailleurs aiment les philosophes, en tout cas moi je pense que c'est la perception que j'en ai. Et selon vous, est-ce que c'est dû à leur médiatisation qui les rendrait appréciables? Je fais la petite parenthèse, mais je crois qu'ils ont mieux réussi que les psychologues sur ce plan-là et sont entendus en plus sur des questions de société. Là où parfois ça pourrait intéresser les psychologues, mais les philosophes leur passent devant avec brio. Donc j'aurais voulu avoir votre avis. Est-ce que c'est leur médiatisation qui les rend appréciables ou c'est leur distance avec Dieu? Quelle belle question, leur distance avec Dieu. Vous avez raison, par nature, un philosophe est loin de Dieu, même un philosophe qui y croit. Parce qu'il y a des philosophes qui croient en Dieu, je dirais même que la majorité des philosophes de l'histoire de la philosophie ont cru en Dieu, mais cependant pas à la façon des non-philosophes.
même s'il ne faut pas séparer les philosophes et les non-philosophes selon un cadastre trop bien découpé, parce que je déteste le mépris de ceux qui se disent philosophes pour ceux qu'ils jugent ne pas l'être, hein. J'ai un ami paysan en retraite qui me semble avoir une finesse d'esprit, une délicatesse de sensibilité, une intelligence d'une telle rapidité que je pourrais le dire un excellent philosophe. Pourtant, si je lui disais, il rirait et se moquerait de moi. Mais enfin, un philosophe qui croit en Dieu n'y croit pas comme quelqu'un qui n'est pas philosophe. Parce qu'il y a une espèce d'athéisme de principe. Le philosophe, c'est non seulement celui qui demande pourquoi, c'est non seulement celui qui s'étonne de tout, mais c'est aussi celui qui n'admet aucun dogme, qui remet tout en question. Et en cela, même un philosophe qui croit en Dieu est distant d'avec Dieu, pardon. Il ne peut recourir à l'hypothèse divine que après tout un travail critique, hein. Voilà pourquoi, pour nommer deux philosophes qui croyaient en Dieu, Paul Ricoeur et Emmanuel Lévinas, eh bien, j'aimais que ni l'un ni l'autre n'accepta qu'on dise à Ricoeur, vous êtes philosophe chrétien, à Lévinas, vous êtes philosophe juif. Quand on disait à Ricoeur, vous êtes un philosophe chrétien, il ne disait pas du tout, je suis philosophe et je suis chrétien. Et ça se vit dans la tension, mais parfois tension féconde. Et quand on disait à Lévinas, vous êtes un philosophe juif, il ne disait pas du tout, je suis philosophe et je suis juif. Et cela se vit dans la tension parfois féconde. Donc vous avez raison, un philosophe est forcément quelqu'un d'un peu distant d'avec Dieu, même quand il y croit. Est-ce que c'est pour cela que les Français aiment les philosophes? Oui, sans doute, parce que la déchristianisation de la France, la progressive disparition de la religion fait qu'on écoute les philosophes. Bon. Mais alors l'autre de votre hypothèse, c'était que ce qui fait que les Français aiment les philosophes aujourd'hui, c'est leur médiatisation. Puisque oui. La philosophie, c'est un exercice qui est devenu sexy. C'est en tout cas à fait, oui. Une hypothèse, ou en tout cas un point de vue que je vous pose. Oui. Alors oui, alors parce que certains font ça très bien. Alors il y a des modes. Dans ma jeunesse, on entendait beaucoup les sociologues, on ne les entend plus guère. Aujourd'hui, on entend beaucoup des philosophes. Un jour, on ne les entendra plus guère. Mais bien sûr. Et peut-être qu'un jour, les psys seront plus entendus. On fera le tour des sciences humaines, en fait. C'est ça que vous êtes en train de dire. Oui, c'est ça. Oui. Je pense que le propre de la mode, c'est qu'elle se démode. Et la parole des philosophes est à la mode aujourd'hui. Un jour, elle cessera de l'être. Il me semble que toute question vraiment importante ne saurait être abordée sérieusement par une seule discipline. Le désenchantement contemporain, bah oui, les philosophes ont quelque chose à en dire, mais les psychologues aussi, mon Dieu, et les anthropologues aussi, et les sociologues aussi. Pour dire un mot sur la médiatisation des philosophes, faut se méfier des passions tristes, comme disait Spinoza, et notamment de l'envie que certains philosophes non médiatiques éprouvent à l'endroit des philosophes médiatiques. Hein. Parce que, ça c'est un vieux sport national, quand on est dans les médias, on est très content d'y être. Quand on n'y est pas, on dit que c'est pas bien d'être dans les médias. Hein. C'est La Bruyère qui disait l'amour propre aime les choses comme leur privation. L'amour propre aime les choses comme leur privation. Donc quand on est dans les médias, l'amour propre en jouit, mais quand on est privé des médias, on en jouit encore en disant non, j'ai préféré... oui, j'ai préféré arrêter. J'ai refusé toutes les interviews qu'on ne m'a pas demandées. Un jour, on m'a dit, mais pourquoi tu n'as pas parlé pendant la crise du Covid? Et j'ai répondu, superbe et généreux, j'ai refusé toutes les interviews qu'on ne m'a pas demandées. Non, j'aime bien les collègues qui dans les médias, donnent une bonne image de la philosophie. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois ils rendent hommage à la complexité des choses, et en même temps, ils ont le souci d'être compris par ceux qui ont peur de la philosophie.
Alors je ne réponds pas vraiment à votre question, je ne sais pas pourquoi les Français aiment les philosophes. Oui, c'est sans doute pour ces deux raisons. Euh, mais je vous prédis que ça ne durera pas forcément encore très 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 longtemps. Mhm. Je m'attendais pas à ce que vous puissiez justement me dire que c'était une mode et que ça pourrait ne pas perdurer. Et j'étais en train de me dire que j'aurais tendance à ne pas croire que les psychologues prendront leur place, mais peut-être des anthropologues. Je me dis qu'ils ont peut-être été sur le devant de la scène à une époque et que leur tour va être de nouveau là. Pourquoi désespérez-vous que les psychologues prennent Ça, c'est une autre question. leur place, cher ami? Alors, bah, pour d'autres raisons plutôt politiques et sociétales, en termes notamment d'existence qui sera à questionner pour la profession. Mais ce sera peut-être l'occasion justement d'aller interviewer un psychologue là-dessus pour qu'il nous donne un peu son regard. Vous savez que les termes de médecin et de médicament ont la même racine. Le médecin, c'est celui qui fait la médiation entre le mal et les forces de guérison. Et de même, le médicament, il évoque une possibilité de réinjecter cette réassurance de l'effet médecin en dehors du cabinet. Et possiblement une mise en relation à distance à travers cet objet transitionnel. Si on reprend les étymologies, le terme médecin provient du latin medicus, apte à guérir, médecin qui soigne, qui guérit, et étymologiquement, c'est l'art de remettre les gens au milieu. Quant à lui, le terme de patient, il proviendrait du latin patience, endurant, qui supporte. Alors finalement, la question que je vous pose, après cette grande introduction où j'utilise plein de mots bien savants, comme objet transitionnel, selon vous, est-ce que les philosophes sont des médecins de l'âme? Oui et non. Mais tout d'abord, permettez-moi de revenir sur ce que vous appelez la longue introduction que vous avez donnée à votre question. Finalement, les philosophes sont-ils les médecins de l'âme? Ce que vous dites des médecins et de la médecine me paraît très juste et très très important. En effet, on parlait de Lévinas à l'instant. Dans un de ses livres, Lévinas s'interroge sur ce qui fait la dignité de l'être humain. Dignité, ça vient du latin dignus, qui veut dire qui vaut, qui a de la valeur. Qu'est-ce qui fait la dignité de l'être humain? Et après qu'il a posé cette question, Lévinas y répond de la manière suivante. Dignité, deux points, capacité d'être troublé par la souffrance d'autrui. Point virgule. D'où, deux points, vocation médicale de l'homme, il souligne médicale, de nouveau deux points, ne pas laisser autrui seul avec sa souffrance. Je reprends ce beau texte de Lévinas. Qu'est-ce qui fait la dignité de l'homme? C'est sa capacité d'être troublé par la souffrance d'autrui. Et de cela, Lévinas conclut que tout être humain a une vocation médicale. C'est-à-dire qu'il est appelé, vocation vox vocis, la voix, vocare appelé, qu'il est appelé justement à être médecin, c'est-à-dire médiateur, comme vous le dites très justement, entre la maladie et la santé, ou au moins médiateur entre beaucoup de mal et un peu moins de mal. Et Lévinas en conclut que la vocation médicale que tout être humain a consiste à faire effort pour ne pas laisser autrui seul avec sa souffrance. Bon. Ça prouve que la médecine est une chose trop sérieuse pour laisser au seul médecin. Ça prouve qu'il n'y a pas que les médecins qui ont une vocation médicale, c'est-à-dire qui ont la vocation d'être médiateurs entre le mal d'autrui et l'un peu moins mal d'autrui, parce qu'on n'arrive pas toujours à supprimer le mal. Vous avez raison de rappeler l'origine étymologique du mot médecin. Encore un petit mot sur la formule de Lévinas. Quand Lévinas dit que ce qui fait la dignité d'un être humain, c'est sa capacité d'être troublé par la souffrance d'autrui, Lévinas rompt avec un usage très ancien dans l'histoire de la philosophie qui voudrait que l'on philosophe pour arriver au contraire du trouble, c'est-à-dire à la vie tranquille, à l'ataraxie, à l'imperturbabilité. Très longtemps, et notamment dans cette école de philosophes qui fut celle des stoïciens, mais aussi un peu dans celle qui fut celle des épicuriens, très longtemps, on a dit que le but de la philosophie, c'était de faire en sorte que l'âme ne soit pas troublée, c'était de faire en sorte que l'âme soit tranquille, que l'âme jouisse d'une belle ataraxie, c'est-à-dire d'une belle forme d'imperturbabilité. Eh bien, j'aime que Lévinas dise que ce qui fait notre dignité, ce n'est pas l'absence de trouble, mais au contraire le trouble.
Et là encore, il me semble que Lévinas m'aide à faire une distinction qui m'importe énormément, la distinction de la sagesse et de la philosophie. Les médecins de l'âme, ce sont les sages. Les philosophes ne sont pas des médecins de l'âme. Ou plutôt, s'ils le sont, c'est par surcroît. C'est-à-dire que, je reprends ma formule, on ne philosophe pas pour que l'âme aille mieux, on philosophe et l'âme va mieux. C'est presque une surprise qui nous arrive. Hein. Je philosophe parce que je ne peux pas m'empêcher de philosopher. Philosopher, c'est penser sa vie et vivre sa pensée. Et comme tout le monde, je ne peux pas vivre longtemps sans m'interroger sur ma propre vie, mais j'en ai fait un peu une profession. Et il se trouve que cette pratique, qu'on appelle la pratique philosophique, eh bien, en fait, me rend heureux. Mais je répète, je ne philosophe pas pour être heureux, je philosophe et je suis heureux. Alors, c'est en quoi, à votre question, finalement, les philosophes sont-ils les médecins de l'homme? Je réponds oui et non. Je réponds dans un premier temps non, parce que les vrais médecins de l'âme, ce sont les sages, et que je veux distinguer entre les sages et les philosophes. Je rappelle que la distinction entre sage et philosophe, elle serait le fait de Pythagore. C'est peut-être une légende, mais on raconte qu'un jour, des disciples de Pythagore sont allés voir Pythagore et lui ont dit « Ô toi, grand Pythagore !» Parce que c'est ainsi qu'on s'adressait aux penseurs jadis. Quand je commence mes cours à l'université, je dis à mes étudiants, enfin vous faites comme vous voulez. Mais c'est comme ça qu'on fait avec moi normalement. C'est vrai. Normalement, c'est ça que vous devriez leur dire. Oui, bien sûr. Alors c'est une occasion de rire, parce que pour moi un cours où l'on ne rit pas est un cours manqué. Donc, ô toi grand Pythagore, toi tu es un sophos. S-O-P-H-O-S. Lui disent ses disciples. Ô toi grand Pythagore, tu es un sophos, c'est-à-dire ô toi grand Pythagore, tu es un sage et un savant. C'est-à-dire quelqu'un qui possède la sophia, S-O-P-H-I-A, car la sophia, c'est à la fois le savoir et la sagesse. Hein. Ô toi, grand Pythagore, toi tu es un sophos, c'est-à-dire un sage et un savant. Tu possèdes la sophia, le savoir et la sagesse. Et il paraît que par un sublime mouvement de modestie, Pythagore aurait répondu, oh non, moi je ne suis pas un sophos, je ne suis qu'un philosophos. C'est-à-dire quelqu'un qui aime le savoir, quelqu'un qui aime la sagesse, mais ne prétend pas les posséder. Autrement dit, le mot philosophe aurait été créé avant le mot philosophie. Philosophos, celui qui aime le savoir et la sagesse, aurait précédé philosophia, l'amour du savoir et de la sagesse. Donc, à votre question, finalement, les philosophes sont-ils des médecins de l'âme? Je réponds non et oui. Non, parce que les médecins de l'âme, ce sont les sophoi, les sages, les savants, et non pas les philosophoi, ceux qui aiment le savoir, qui aiment la sagesse, mais ne prétendent pas la posséder. Donc, je vous réponds dans un premier temps non. Et dans un second temps, oui, parce qu'en effet, philosopher, même si ça ne rend pas sage, ça rend l'existence tellement plus intéressante, tellement plus amusante, tellement plus riche. Imagine, alors, en un sens, tout le monde est philosophe, parce que tout le monde essaie d'être un peu plus savant et un peu plus sage. Une conversation d'amis, le dîner est délicieux, je crois que vous êtes cuisinier et j'espère qu'un jour vous me donnerez à manger ce que vous faites. Et puis la conversation l'est aussi. Et en fin de conversation, bon, on est au moment de la gnôle, donc on se lâche un peu. Et tout d'un coup, on philosophe parce que vient sur la table la question de la distinction entre l'amitié et l'amour. Mais c'est quoi l'amitié? L'un dit, je sais pas, ouais, ça ressemble à l'amour et en même temps pas. Bon, la conversation peut-être n'ira pas très loin et peut-être qu'ensuite l'agneau le fera que les esprits deviendront confus. Bon, qu'est-ce que c'est qu'être philosophe? C'est se dire, mais là, il y a une question passionnante. J'aimerais savoir si l'amitié est une forme de l'amour ou s'il faut la distinguer de lui. Et là, on se met, pendant qu'on est en train de jardiner, pendant qu'on est en train de nager, pendant qu'on est en train de faire du vélo, à cogiter. Puis après, on se dit que la vérité est plus fille du temps que de soi-même et qu'on a besoin de céder des grands auteurs. Et tout à coup, on prend un roman dans sa bibliothèque ou un livre d'Aristote. Et là, on a des choses sur l'amitié qui sont passionnantes. Et pendant tout ce temps où je me demande ce que c'est que la distinction entre l'amitié et l'amour, pendant tout ce temps où je lis des fables de La Fontaine, des textes des romans de Maupassant ou des contes de Maupassant, pendant tout ce temps où je lis le livre 10 d'Aristote sur l'amitié de l'Antique à Nicomaque, j'oublie d'être malheureux, et même je suis très heureux,
Le propre des grands livres, c'est qu'ils suscitent en nous une telle capacité d'admiration, enfin que après qu'on les a fermés, on est plus heureux. Les philosophes sont-ils les médecins de l'âme? Non. Eh oui, Je relève un joli lapsus que vous m'avez fait tout à l'heure, qui était j'en très fais joli. souvent. L'âme et l'homme, et j'ai trouvé ça très Ah, joli. Et mon puis Dieu. pour rester pour rester sur ce thème, le fait que les choses puissent arriver de surcroît m'ont fait penser à la guérison selon Lacan, dans la psychanalyse. Tout à fait. Ça m'est revenu comme ça, Il ce m'aurait étonné parallèle que vous n'y pensassiez à point. Oui, sachant que la psychanalyse n'est pas mon fort, mais en tout cas, j'y suis initié et je suis passé un peu par là. Si vous deviez, Éric Fiat, déjeuner avec 3 philosophes, qui serait-il ou qui serait-elle? Parce qu'il faut être inclusif. Et que se passerait-il, selon vous, à ce déjeuner avec ces 3 philosophes? Alors, Ah oui, évidemment, Trois, hein. choisir, c'est renoncer. Euh, alors, et spontanément, mon goût serait plutôt de déjeuner avec un ou une philosophe. Pour Parce- pouvoir approfondir? Oui, oui. Et puis parce que je crois que les conversations essentielles, c'est à deux. C'est plus difficile à trois, plus difficile à quatre. Et donc, mon grand plaisir, ce serait de pouvoir déjeuner avec Vladimir Jankélévitch, pouvoir déjeuner avec Montaigne, pouvoir déjeuner avec Pascal. S'ils étaient tous les trois autour de la table, je craindrais de quitter la table en regrettant de ne pas avoir pu déjeuner avec et l'un, puis et l'autre, puis le troisième. Mais enfin, je vais jouer le jeu. Mais vous voyez, c'est drôle parce qu'en relisant ma phrase, si vous deviez déjeuner avec 3 philosophes, qui seraient-ils? Mais je me suis dit, mais on aurait pu l'entendre comme 3 repas. Ah Et oui, ouais, mais vous et moi, j'ai dû induire ça. c'est On a très imaginé intéressant. que vous seriez 4 à Et oui, table. vous avez raison. Ah bah vous me donnez la possibilité De vous de... échapper. Oui, 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 oui. Bon, alors en même temps, même si pour moi rien n'a plus de goût que un bon déjeuner avec un ou une philosophe, plus de goût parce qu'il faut aussi qu'on mange de bonnes choses, hein. Il faut qu'il y ait du bon vin, c'est absolument indispensable, qu'on le partage, que ce soit très bon, que la lumière soit belle, bon, qu'il n'y ait pas trop de bruit. Donc même si pour moi rien ne vaut un bon déjeuner avec un bon philosophe ami, en même temps j'aime aussi oui, les déjeuners où on est trois, quatre, et qui peuvent être l'occasion de beaucoup de rire. Bon, je ne suis pas aussi anarchiste que Brassens qui disait que dès qu'on est plus de deux, on est une bande de cons. C'est pas vrai. Je me souviens de déjeuner à 3-4, délicieux à tous les sens du terme, hein. Mais alors, je vous ai dit les 3 philosophes avec lesquels j'aimerais déjeuner actuellement. J'aurais peut-être donné une autre réponse il y a 6 mois et j'en donnerai peut-être une autre il y a 6 mois. C'est un appel à ce qu'on refasse l'émission tous les 6 mois. Ah bah Pourquoi tout à fait, ce serait un grand plaisir. Euh, mais en ce moment, Montaigne, Pascal et Jean Kelevitch sont les 3 personnages que j'aimerais rencontrer. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont présents dans leur œuvre. L'être humain, avec ses singularités, ses goûts, ses douleurs, ses désespoirs, ses chagrins, ses amours et ses désamours, ses enthousiasmes et ses dépressions, eh bien, on a affaire là à 3 êtres humains qui sont présents dans leur œuvre. Parfois très directement, parce que Montaigne dit « je suis moi-même la matière de mon livre », donc il parle de ses coliques, il parle de ses enfants, il parle de sa chute de cheval, il parle de son corps, ce que ne fait pas vraiment Jean Kelevitch. Bon, Pascal est un peu entre les deux, mais ces 3 philosophes, enfin,
Alors d'abord, je les aime parce que ce sont d'immenses philosophes, mais aussi d'immenses écrivains. Lorsque vous m'avez demandé, c'était la première de vos 5 questions, de me présenter, j'ai dit mon hésitation entre la philosophie et la musique, mais j'aurais dû mentionner une autre hésitation entre la philosophie et la littérature. Et d'ailleurs, j'espère de plus en plus écrire des choses qui relèveraient de la littérature plutôt que de la philosophie. Ou plutôt, je regrette beaucoup que nous ayons abandonné en France cette belle tradition qui fait qu'il n'y a pas d'opposition, pas de distinction entre philosophie et littérature. Ce sont les Allemands, et c'est l'université allemande qui veut que quand on est philosophe, on écrive comme un cochon, avec des textes saturés de jargon. Mais il y a une tradition française, justement, de Montaigne à Pascal, à Diderot, à Jankélévitch, à Michel Serres, dans laquelle j'aimerais m'inscrire un peu, où on a affaire à des philosophes écrivains ou à des écrivains philosophes. Et je pense qu'un philosophe qui écrit aussi bien que Montaigne, un philosophe qui écrit aussi bien que Pascal, un philosophe qui écrit aussi bien que Jankélévitch, sont des philosophes plus facilement compréhensibles par celles et ceux qui ne se disent pas philosophes que les philosophes qui écrivent en jargon. Donc j'aurais aimé rencontrer ces 3 personnages-là. En plus, entre Montaigne et Pascal, enfin, c'est l'eau et le feu, et pourtant ils sont très proches. Et Jankélévitch, qui les admirait tous les deux, qui aurait fait un peu comment on appelle, la conseillère conjugale, oui. Et moi qui aurais assisté à cette joute, enfin, je crois que j'aurais très peu parlé et je les aurais laissés parler. Cette rencontre, évidemment, n'aurait pas pu avoir lieu et n'aura jamais lieu, mais il m'arrive de l'imaginer. Finalement, la question en plus. Oui, vous savez, dans mon bureau, enfin, je vais vous faire une confidence et à nos auditeurs. J'habite une petite ville qui s'appelle la Ferté-sous-Jouarre. C'est une petite ville de Seine-et-Marne, située entre Paris et Reims, pour être un plus précis, entre Meaux et Château-Thierry. Et il se trouve que j'ai une grande admiration pour les auteurs du XVIIe siècle aujourd'hui. Enfin, tout le monde s'en fout, mais je dis cette admiration. Or, je me dis que si j'avais vécu à la Ferté-sous-Jouarre au XVIIe siècle, j'aurais vécu à 26 km de Jean de La Fontaine, Château-Thierry, à 22 km de Racine, la Ferté-Milon, et à 16 km de Bossuet, Meaux. Et résultat, je me dis, mais quand même, ces 3 génies complètement opposés, parce que entre La Fontaine et Bossuet, Bossuet et Racine, enfin, les différences s'affichent à l'évidence. Je me dis, mais quand même, essaie d'écrire des trucs pas trop cons, parce que si tu avais vécu au XVIIe siècle, tu aurais vécu à côté de ces 3 génies qui pratiquement tous les jours écrivaient des pages absolument inoubliables. Et résultat, dans mon bureau, j'ai toujours en ce moment ouvert des fables de La Fontaine, non pas à 21 km, mais à 2,10 m de mon bureau, à 2,60 m, pardon, de mon bureau, non pas je reprends, 26 km. Donc j'ai toujours ouvert les fables de La Fontaine, non pas à 26 km de mon bureau, mais à 2,60 m de mon bureau. J'ai toujours une tragédie de Racine ouverte, non pas à 21 km, mais à 2,10 m de mon bureau. Et j'ai toujours les oraisons funèbres de Bossuet ouvertes, non pas à 16 km, mais à 1,60 m de mon bureau. Et quand j'ai fini de travailler, d'écrire, de répondre à des mails, bon, ben je me lève et je lis une fable. Et puis après, je lis une tirade de Phèdre, et puis après, une oraison funèbre. Et c'est comme si je les faisais dialoguer tous les 3. Et le propre des grands textes, c'est qu'ils ont toujours quelque chose à nous dire. Alors, je n'ai pas parlé là de Montaigne, Pascal et Jankélévitch, mais vous me donnez l'idée de fermer les fables, de fermer les tragédies et de fermer les oraisons, et d'ouvrir dans mon bureau bientôt, toujours, que ce soit toujours ouverte dans mon bureau, les pensées de Pascal, les essais de Montaigne, et puis le je ne sais quoi et le presque rien de Jankélévitch. Et ce dialogue entre ces 3 génies, cette conversation entre ces 3 génies qui n'a pas pu avoir lieu, c'est peut-être pour moi l'occasion un petit peu de l'organiser. Voilà, si je devais déjeuner avec 3 philosophes, je vous ai dit
qui il serait. Pardon de ce manquement à l'inclusivité et à la parité. J'admire énormément, comme tout le monde, je pense, hein, c'est très banal, Simone Weil, la philosophe, et Hannah Arendt, la philosophe. Euh, je vous ai dit, peut-être que ça changera. Peut-être que dans 6 mois, je vous dirai Hannah Arendt, Simone Weil. Je dirais pas Simone de Beauvoir, j'aime pas trop, mais enfin, faut pas le dire trop haut. Mais enfin, pardon, voilà. C'est comme les musiciens. Vous êtes pardonné. Pardon ? Vous êtes pardonné. Merci à vous. Mais peut-être que nos auditrices féministes, nos auditeurs féministes ne me le pardonneront pas. En musique, par exemple, je suis désolé, France Musique, en ce moment, se sent obligé de créer une espèce de parité. Et donc, on fait entendre beaucoup de Clara Schumann, la femme de Robert Schumann. On fait entendre beaucoup de Fanny Mendelssohn, la sœur de Félix Mendelssohn. Il n'y a pas à tortiller quand même, c'est pas mal Clara Schumann, c'est pas mal Fanny Mendelssohn, mais c'est quand même moins bien que Robert Schumann et que Félix Mendelssohn. Donc je ne crois pas manquer à la parité et à ce que je crois être mon féminisme en lisant quand même plutôt des philosophes hommes que des philosophes femmes et en écoutant plutôt des musiciens hommes que des musiciennes femmes. Et puis je pense que la discrimination positive, elle va parfois à l'encontre d'une vraie reconnaissance de la qualité d'une personne. Je suis tout à fait d'accord avec vous. En tout cas, c'est mon point de vue. Oui, moi aussi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Tout à fait d'accord avec vous. Selon vous, Éric Fiat, c'est notre dernière question, et puis j'ai envie de dire, enfin, un philosophe pour répondre à cette question. Selon vous, où va le monde alors ? Question extraordinaire, question massive à laquelle il est impossible de répondre. Ah ben évidemment. Et c'est pour ça qu'on vous écoute. Exactement. Et vous avez 4 heures, non ? Non, je n'ai que quelques minutes. N'étant ni devin, ni hospice, ni aruspice, ni piti, je ne sais pas où va le monde. Je plaide l'incompétence. Je ne sais pas du tout où va le monde. Je peux cependant vous proposer quelques petites analyses pour ne pas par trop vous décevoir. Alors, le monde va mal, nul ne sait où il va. Ce n'est pas une raison pour désespérer de l'avenir. Je développe ces points. Le monde va mal. Tiens, pour citer, et nous ne savons pas où nous allons, pour citer Hannah Arendt, Hannah Arendt dit dans Conditions de l'homme moderne que dans cet océan d'incertitude qu'est par définition l'avenir, nous avons besoin d'îlots de certitude. Elle a tout à fait raison. Je reprends la formule, dans cet océan d'incertitude qu'est par définition l'avenir, nous avons besoin d'îlots de certitude. Or, on a l'impression que les îlots de certitude sont de plus en plus coutumièrement recouverts par cette houle, cette mer en furie qui fait que on ne sait absolument pas comment va se terminer la guerre en Ukraine, on ne sait toujours pas trop comment va se terminer le conflit au sujet des retraites, on ne sait pas du tout si ce réchauffement climatique et si cette maladie de notre pauvre planète Terre va permettre encore longtemps une vie vraiment humaine ou si à court terme elle l'empêchera. Bon. Donc, oui, la question se pose aujourd'hui, où va le monde ? Eh bien parce que même s'il n'y a jamais eu d'époque où on le savait vraiment, même s'il n'y a jamais eu d'époque où le monde allait vraiment bien, nous sommes dans une époque qui va particulièrement mal parce que, là encore, pour citer Hannah Arendt, je ne cite pas Hannah Arendt pour essayer de faire pardonner l'oubli par moi. Les pourcentages seront établis à la fin. Non, c'est parce que c'est. Elle est appropriée sur ce thème. Exactement. Pour une vie où l'on est heureux, une vie où il doit y avoir un équilibre entre la certitude et l'incertitude, entre le retour du même et l'advenue du nouveau, entre la circularité et la linéarité,
entre l'organisation et l'improvisation. Nous avons besoin d'un équilibre entre les deux. C'est-à-dire que si nous n'avions que de la certitude, de l'organisation, de l'habitude, du retour du même, nous nous ennuyerions. La vie serait insupportable. Mais si nous n'avions que de l'incertitude, de la rencontre du nouveau, de l'improvisation, nous serions perdus. Donc Hannah Arendt a raison de dire que nous avons besoin, pour pas vivre trop mal, de cet équilibre entre certitude et incertitude, retour du même et rencontre du nouveau, organisation et improvisation. Cet équilibre s'est rompu. C'est-à-dire que la crise est devenue structurelle. Nous allons de crise en crise et une crise n'a toujours pas cessé qu'une nouvelle commence. Et donc nous sommes dans une époque très difficile à vivre, très difficile à habiter. George Orwell disait, alors il ne faut pas idéaliser la vie des paysans du passé, elle devait être très dure. Cependant, ils avaient deux choses que nous avons perdues. D'une part, l'impression d'un monde stable, cohérent. D'autre part, l'espérance que nos enfants seront plus heureux que nous. Ben, nous avons perdu ces deux espoirs. Alors je répète, Orwell a raison, il ne faut pas idéaliser la vie des gens d'avant. Résistons à la tentation nostalgique, résistons aux séductions de la nostalgie, ce qui veut dire qu'elle n'en manque pas. Et en effet, prétendre qu'il fut une époque où le monde allait bien et où les hommes savaient où ils allaient, c'est se tromper. La vie d'un paysan du 19e siècle, c'était vraiment pas facile. Hein. C'était la vie de pauvre Martin, pauvre misère, dans la chanson de Brassens. Si ma mémoire est bonne, ça dit à peu près: avec une bêche à l'épaule, avec à la lèvre un doux chant, avec au cœur un grand courage, il s'en allait trimer au champ. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. De l'aurore jusqu'au couchant, en tout lieu, par tous les temps, il retournait le chant des autres sans laisser voir sur son visage ni l'air jaloux, ni l'air méchant. En plus, il n'a même pas de chant à lui. Hein. Et les deux dernières strophes qui m'ont toujours bouleversé, et quand la mort lui a fait signe de labourer son dernier chant, il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant. Il creusa lui-même sa tombe en faisant vite et en se cachant. Puis s'y étendit sans rien dire, pour ne pas déranger les gens. Pauvre Martin, pauvre misère, dors sous la terre, dors sous le temps. Attention, professeur Fiati l'a chanté, c'est comme dans Rabbi Jacob. Silence, silence, Rabbi Jacob, elle va danser. Silence, silence, Rabbi Jacob, elle va parler. Silence, silence, professeur Fiati, elle va chanter. Bon, pardonnez-moi ce délire qui me prend. Donc, n'idéalisons pas le passé. Le geste nostalgique est toujours précédé d'un geste d'idéalisation du passé. Celui qui dit c'était mieux avant, avant le monde allait bien et les gens savaient où ils allaient, ment. Parce que le geste nostalgique, c'est toujours un geste précédé d'une idéalisation du passé pour mieux dire du mal du présent. Alors oui, le monde va mal, oui, on ne sait pas où on va, et cela, en effet, crée la tentation de dire que le monde va à sa perte, et qu'il n'y aura bientôt plus d'humanité, que la guerre que l'on croyait circonscrite dans d'autres pays que l'Europe va y revenir, qu'une troisième guerre mondiale va venir, que les épidémies, les pandémies, que le réchauffement climatique va faire que peut-être dans 20 ans, il n'y aura plus d'humanité. C'est pas vrai. Je crois qu'il faut vraiment résister à ce pessimisme ambiant, à ce défaitisme chevillé au corps, particulièrement présent chez les Français, et qu'il faut chercher les raisons d'espérer. Notre rencontre, parce que j'aime les philosophes qui philosophent à partir de leur propre vie, hein, Montaigne, Pascal, Jean Kelevitch, je vais faire une confidence à nos auditeurs, je vais être grand-père bientôt, pour la première fois. Je me dis que la petite fille qui va venir au monde, eh bien, elle a le droit à ce qu'on fasse tout ce qu'on peut pour essayer de faire en sorte qu'elle vive la venue au monde, sa venue au monde, comme un cadeau, plutôt que comme un fardeau, comme une chance, plutôt qu'une malchance. Et même si, en effet, les nuages sont nombreux, la guerre, le réchauffement climatique, les conflits sociaux, enfin, une espèce d'hystérisation de tous les débats qui fait que les êtres humains se haïssent de plus en plus et s'écoutent de moins en moins, je me dis que cette petite fille, rien que pour elle, il faut opposer au pessimisme de la raison l'optimisme de la volonté, comme dit l'autre. Hein. Ma raison me conduirait plutôt à penser que le monde va à sa perte, pessimisme,
ma volonté fait que je vais tout faire et que j'aimerais transmettre aux gens autour de moi. Je vais tout faire pour que des raisons d'espérer toujours renaissent, toujours revivent. Dernier mot, nous vivons en effet une crise parce que nous vivons ce qu'on pourrait appeler la troisième grande transformation de l'histoire de l'humanité. La première transformation, c'est le passage de l'oral à l'écrit. La deuxième, c'est le passage de l'écrit à l'imprimé. Et maintenant, c'est le passage de l'imprimé à l'écran. À chaque passage, vous avez eu des philosophes pour dire c'est la fin de toute civilisation, c'est la catastrophe. En fait, ce n'est pas vrai, parce que Socrate disait l'écriture, c'est la fin de tout. Les êtres humains ont su inventer un bon usage de l'écriture. Deuxième révolution, le passage de l'écrit à l'imprimé. Il y a aussi des philosophes qui ont dit c'est la catastrophe, le livre n'aura plus sa sacralité. C'est pas vrai, les êtres humains ont su inventer un bon usage de l'imprimé. Aujourd'hui, moi, si je me laisse aller, je vais être le philosophe qui va dire que le passage de l'écrit à l'écran, c'est une catastrophe. Il n'y a plus d'attention aux autres, il n'y a plus de lecture lente, on ne regarde plus le monde. L'autre jour, j'étais au restaurant à côté avec une amie et je voyais à côté un couple, mais vraiment d'un très bel homme et d'une très belle fille qui visiblement étaient ensemble. Je me dis quelle chance ils sont beaux, ils déjeunent ensemble. Au lieu de se parler, de se sourire, de s'embrasser, de se caresser, ils ont passé chacun tout le temps sur leur propre écran. Et là, je vais devenir grand-père ronchon, comme dit Michel Serres, en disant vraiment, c'est la décivilisation. C'est pas vrai. J'espère que ma petite fille saura inventer un bon usage de l'écran et qu'elle se rendra compte un jour que le monde dans lequel elle va vivre est un monde où l'on peut être heureux. Eric Fiat, je vous remercie pour toutes vos belles réponses et puis vous avez fait du bien à ma journée. Donc, Eh bien, merci. écoutez, j'en suis très heureux, à nos auditeurs peut-être aussi. Merci beaucoup, vos questions étaient génialement euh, nécessaires et en même temps un peu bizarres. Et j'aime cette bizarrerie et j'aime cette nécessité. Merci à vous, Maximilien. Merci.